Grâce à vos dons, en 2018, TV Liberté a pu couvrir les événements d'Europe centrale. À l'approche des élections européennes de 2019, qui s'annoncent décisives pour l'avenir de notre continent, nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir continuer notre travail dans cette région la plus dynamique d'Europe. Nous sommes aujourd'hui à Varsovie. J'ai été à la frontière avec la Serbie. Chaque fois qu'on essaye d'interdire cette marche, elle grandit, elle est multipliée. Európai jövőnk, ha pedig azt gondoljuk, mi vagyunk Európa jövője. Merci encore pour votre participation active et en 2019, nous avons à nouveau besoin de vous. Laurent Cassiori, bonjour. Bonjour. C'est un événement important parce que vous êtes commandant de police, commandant au sein de la police bordelaise. Vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « La police m'a tué ». Et après 35 ans d'activité, vous témoignez alors que vous êtes commandant de police à visage découvert. Fait rarissime. C'est cela. Merci d'être l'invité de TV Liberté. Ce livre, La police m'a tué, c'est tout d'abord un ouvrage qui retrace votre carrière. J'ai dit 35 ans de carrière, c'est donc une carrière forcément riche, variée, mais aussi brisée, arrêtée, pour des raisons qu'il est nécessaire d'expliquer ici et dès maintenant. Oui, alors d'abord je vous remercie de m'accueillir. C'est pas un livre exactement sur moi, hein, c'est pas sur ma carrière. J'ai pas voulu centrer les débats, les débats éventuels, en tout cas le bouquin sur moi. Je parle d'une période de ma vie qui est la fin de ma vie professionnelle, qui est intervenue il y a entre 2014 et 2015, donc à plus de 4 ans, 5 ans, 6 ans d'une éventuelle retraite, où j'ai été complètement lynché. On a cherché à me nuire par tout moyen, avec par des coups bas inimaginables. Et au prix de donc au bout d'un délai d'une année, j'ai été sans aucune concertation, sans rien du tout, à l'issue d'une énième réforme de la police bordelaise. Enfin, ça se passe comme ça en France tout le temps. Il y a tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, il y a une réforme. On m'a affecté dans une unité administrative qui est le contraire de mon profil professionnel, hein. C'est totalement à l'opposé, de façon à me couper les ailes, à me mettre au cachot, et de façon à ce que je m'en aille. Alors, donc je n'ai pas du tout apprécié. J'ai mouillé le maillot pendant 35 ans, j'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai accepté toutes les missions, j'ai bourlingué, j'ai acquis de l'expérience, un peu de compétences, j'espère. Je ne méritais pas ça, je n'ai commis aucune faute. Donc ça a été le départ de ce bouquin. C'est-à-dire qu'à partir de ce cas concret, j'ai décortiqué le management dans la police, le management sur un fonctionnaire, peut-être pas méritant, je ne sais pas moi d'en juger, mais un fonctionnaire qui a fait son boulot. Donc imaginez pour ceux qui commettent une toute petite erreur quand ils sont broyés par le système. Donc à partir de là, ce sont les 2 premiers chapitres, c'est mon combat. Et dans le 3e chapitre, j'explique, pour répondre complètement à votre question, j'explique, pour légitimer un petit peu les raisons de ce bouquin et tout ce qui va suivre après dans le reste du livre, j'ai expliqué mon parcours professionnel, mais uniquement sous un angle, c'est pas moi le plus beau, le meilleur, non, sous un angle affectif. J'ai sorti toutes les affaires que j'avais traitées où j'avais grandement participé, celle qui m'avait ému, émerveillé, enfin voilà. Donc c'est uniquement ça. Mais c'est pas un livre sur moi. Après, vous êtes en but à votre hiérarchie, mais est-ce qu'on peut pas
vous reprochez légitimement, je suis obligé de le dire quand même, le fait que vous avez transgressé l'obligation de réserve. Vous êtes commandant de police, vous êtes à visage découvert, vous avez écrit un livre. C'est voulu. Là, il y a un droit de réserve. Oui, oui, je l'ai allègrement franchi, je le revendique. Je l'ai reconnu immédiatement lors de l'enquête IGPN. Il n'y a pas de souci, mais c'était ma seule solution. Voilà comment se trouve l'administration française maintenant. Vous savez que vous avez sanctionné administrativement pour ça, que c'est un risque important. Oui, c'est un risque important puisque j'ai été suspendu, donc je perçois qu'une partie de mon salaire. Et je ne pouvais pas faire autrement. J'étais dans un placard, après une année affreuse. Je suppose qu'on va parler des suicides dans la police. Hein. J'aurais pu me suicider. Ça n'a pas été le cas peut-être parce que j'ai eu le soutien qu'il fallait au bon moment. Et puis, voilà. Alors comment ça se fait? Pourquoi? Sur qui dois-je me retourner pour expliquer mon cas? Comment? Je n'avais personne, pas de relais. Paris n'était pas au courant. Paris s'en fiche. Tout était verrouillé sur Bordeaux. La seule façon, j'ai quand même attendu plus de 18 mois dans mon placard avant de sortir le livre. Plus de 18 mois. On ne m'a trouvé aucune solution. On veut que je m'en aille, mais on ne vous accepte pas ailleurs, parce que vous êtes trop âgé, parce que ceci, parce que cela. Donc, quelle est la solution? Il fallait que j'écrive le livre. Et puis en même temps, ça a été une excellente thérapie. Vous dites la police, elle va mal, elle va exploser. On va rester sur cette notion-là. Et en fait, j'ai vu que tout d'abord, il y a un élément que vous montrez, c'est le fonctionnement interne de la police. Honnêtement, particulièrement incroyable. Vous parlez de management féodal, une bureaucratie presque cannibale. Mais on est effaré par ce que vous dites. Effaré. Il n'y avait pas de raison pour que la police ne soit pas touchée par ces phénomènes malsains, nouveaux, du tout administratif. Mais on était quand même un des derniers remparts, enfin des dernières forteresses inviolées. On vient ça s'est accéléré depuis 3-4 ans, je crois. J'ai le sentiment. Et ça débouche sur au bout de la chaîne, on abandonne, c'est un peu le fil rouge de mon bouquin, on abandonne le traitement de la délinquance moyenne, ce qui touche les gens. Pourquoi? Parce que ça demande des flics sur le terrain, ça demande une conscience professionnelle, ça demande de la technicité, ça demande de l'investissement, ça demande de la pugnacité, ça demande des compétences, et on ne veut plus de ça. Parce que, qui dit ceci, dit également un peu d'esprit autonome, un peu de liberté. On va pas contre le système, mais on avance, on enfonce les portes qui se ferment devant nous. Donc, voilà, donc on ne veut plus de ce truc-là. Donc on veut une police propre, chloroformée, roborative, je sais pas comment, robotisée, pardon. On veut des fonctionnaires qui traitent les dossiers tranquillement, d'après un process bien établi. Ils tamponnent leur dossier, ça part à la justice, on sait exactement ce que ça va faire, mais voilà, on ne sort pas du cadre. C'est très bien, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de risque pour la hiérarchie. Quand dans votre livre, vous expliquez que le management, la façon de gérer les fonctionnaires de police a changé pour faire place à un autoritarisme froid et égoïste, et que vous donnez bien évidemment des exemples. Est-ce que c'est une clé de compréhension? Oui. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai pensé me suicider. Je n'ai pas pensé à me suicider, j'aurais pu me suicider. Est-ce que c'est une clé de compréhension de ce que vit la police française, c'est-à-dire une vague de suicides? 39 fonctionnaires de police ont mis fin à leur jour en France en 2017. C'est une des clés, oui. On a transformé la police dans un souci de la coller à l'organisation gendarmesque. Bon, on a changé les grades. Les inspecteurs sont devenus des officiers. Et petit à petit, on a créé des nomenclatures de postes. Un officier est censé maintenant chapeauter X brigades, de une à plusieurs. Il n'est plus devenu flic, il est devenu manager. Donc il manage. Mais il manage sans
sans plus faire de... Il ne fait plus de judiciaire, il ne fait que de l'administratif. Donc ces gens-là qui étaient la courroie de transmission avec la haute hiérarchie, si vous voulez, sont de moins en moins en contact. Moi, je parle de mon corps, et je peux parler aussi des collègues gardiens, brigadiers, brigadiers chefs. Ces gens-là qui étaient au contact, qui vivaient avec les collègues dans la résolution des affaires, ne le sont de moins en moins. Ils ne font plus que du caporalisme. Ils sont chargés de transmettre la bonne parole, la sainte parole de la hiérarchie à la troupe, et de vérifier que les consignes soient le mieux suivies. Ce ne sont plus des flics, ce sont des administratifs pur jus. Et on n'est qu'au début. Ça fait quelques années, mais on n'en est qu'au début. Ça va empirer. Parce qu'il y a un confort. Un lieutenant, un capitaine, un commandant qui gère de manière administrative, c'est beaucoup moins dangereux. Il ne met plus sa personne en danger. Il fait que de l'administratif. C'est-à-dire qu'il met le dossier rose dans le classeur rose. Il ne doit pas être dans le classeur vert. C'est facile. Vous le dites à mon chien, presque il le fait, ça. Par contre, avant, il faisait des enquêtes. Il soutenait des dossiers. Il faisait des rapprochements. Il surveillait les gars. Il les poussait. Voilà, il y avait vraiment un travail complet qui demandait beaucoup plus d'abnégation, plus de don de soi, d'investissement, de pugnacité. Là, c'est de l'administratif. Donc il y a une coupure. Ce corps est en train de faire un tampon avec la hiérarchie, la haute hiérarchie. On est en train d'abandonner la base. Voilà une des clés. Alors si en plus vous avez du management bête, au ras des pâquerettes, complètement hors sol, vous avez des collègues qui peuvent décrocher et qui ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie. Alors, pour répondre exactement à votre question, exactement, je vais vous donner une situation générale. 90%, je dis bien 90%, des problèmes au sein de la police pourraient être réglés autour d'une table. Le mien, y compris. Ceux qui ont vu que j'étais un problème, ils m'auraient mis autour d'une table, on se serait expliqué. Ils n'auraient peut-être pas forcément gagné avec moi, mais c'est sûr. C'est de ça, ils ont eu peur d'ailleurs. Mais on peut régler. On n'est pas obligé de sanctionner bêtement, parce que j'ai vu des sanctions complètement absurdes, quoi. Je veux dire, c'est roboratif, quoi. On sanctionne, parce qu'il faut donner des chiffres de sanction. Voilà. On peut aller voir les gars, l'expliquer, faire un peu plus de pédagogie, d'humain et de compréhension. Mais ça, il faut être compétent pour ça. Quand on parle de suicide, Laurent Cassiouri, premièrement, il y a des gens aussi qui ne vont pas bien, comme dans l'ensemble de la c'est généralement à coller. Ça va. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que on soulève la notion de la grande violence que l'on fait aujourd'hui aux policiers? Les violences contre les policiers s'accroissent de manière, là aussi... c'est exponentiel, oui, monsieur. Exponentielle. Ouais. Est-ce que c'est aussi une clé? On a tout contre nous, là. Là, on cumule. Dans notre administration, donc, ce que je viens d'indiquer, de décrire, à cela se rajoute un tout administratif, de la communication. Derrière, c'est vide, et c'est que de la com. Une perte, alors c'est le plus important, une perte de du sens de notre métier. Alors, intervention dans les banlieues, intervention sur auprès sur la voie publique pour interpeller X ou Y, c'est pas suivi des faits. Vous intervenez dans le banlieue, dans la nuit, vous avez des violences urbaines avec 3 millions d'euros de dégâts. Les individus sont plus ou moins relâchés ou plus ou moins condamnés. Pas de soutien, un abandon total. Enfin, tout ça concourt, enfin, des violences qui se sont accrues, une limite dans il n'y a plus de limite dans les violences envers la police. C'est les collègues en tenue et les collègues en civil, quand ils interviennent, c'est une opération qui est préparée, quoi. C'est plus,
faire attention à tout moment. Bon, tout peut se retourner contre vous. Il n'y a plus de limite. Donc tout ça est vécu, écoutez, on est un espèce d'entonnoir, hein, on réceptionne tout ça, et à la fin, pour les gens qui sont fragiles, pas parce qu'ils sont de nature fragile, pour ceux qui sont de nature fragile, et puis il y a ceux qui deviennent fragiles à un moment donné, pour X raisons, pour des raisons privées ou professionnelles, bien sûr. Donc ça pète. Quand vous dites que ça va péter, vous dites la police, ça va exploser, Bien sûr. c'est une question de moi. On l'évoquait ensemble avant cet entretien. Il y a eu plusieurs fois où la police française, dans les années 80, 90, dans les années 2000, s'est levée, pas s'est soulevée, mais s'est levée à protester, s'est organisée en manifestation. Ça n'a jamais vraiment explosé, ça n'a jamais vraiment pété. Sinon que la police a maugréé, comme elle le fait d'ailleurs, parce que on voit bien des moments de fraternisation, comme l'on dit avec les Gilets jaunes, par exemple. Mais la notion d'explosion, c'est pas ça, quand même. Non, alors bon, je suis pas sociologue, je peux pas vous expliquer exactement pourquoi, comment, quels sont les ressorts. Moi, ce que je ressens au travers de mon vécu et puis les contacts que j'ai encore régulièrement, les policiers sont à cran, si. Il est fort probable que si l'avenir nous réserve de très mauvaises nouvelles sur une intervention où il y aurait des décès de 1 ou 2 fonctionnaires, que les collègues déposent les armes. Enfin, ça ne peut pas continuer comme ça. De manière, c'est pas viable. C'est pas viable. Ce n'est pas viable. C'est incroyable qu'on en soit arrivé là. C'est incroyable. Pourquoi ça exploserait plus que dans les années 80 ? La situation est beaucoup plus grave d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire les structures de la société. À partir du moment où vous inversez les valeurs, ça s'est accéléré depuis quelques années, on a complètement inversé les valeurs. Je veux dire, le mauvais est sur le devant de la scène, le malsain, le méchant, le mauvais est sur le devant de la scène, et le bon, le très bon et l'excellent au placard, dans un bureau, on le voit pas, on n'entend pas, il n'est pas récompensé, enfin voilà. Ou alors on distribue des récompenses bidons à tout le monde dans un esprit politique plutôt que clientéliste, plutôt que logique et cohérent. Aux éditions de l'Encre Rouge, là, cette police m'a tué, cet ouvrage-là, c'est un témoignage, mais c'est quasiment un cri d'alarme. Est-ce que ça pourrait pas non plus être une charge contre les politiques? Parce qu'on voit bien finalement que vous mettez en cause ceux qui n'ont pas été capables de mettre en place une véritable politique sécuritaire. Les politiques, depuis des décennies, tous. Alors, vous avez raison, mais je n'ai pas voulu tomber dans le piège j'ai pas voulu faire un ouvrage plus ou moins politisé à un moment donné. Alors on le fait bien, puisqu'on est au centre un petit peu de tout. Hein. On est au carrefour. Mais je voulais pas faire de politique. Et puis bon, c'est tellement facile de dire, enfin c'est tellement facile, c'est une évidence, c'est sûr. Mais enfin c'était vraiment facile de dire, les politiques, c'est leur faute. Et puis la justice, elle est laxiste. Bon, ok, une fois qu'on a dit ça, ça fait pas un livre. Enfin, encore que, il y en a qui écrivent des livres là-dessus. Moi, j'ai placé sous l'angle technique. Alors, technique, c'est quand même pas de haute volée, hein, c'est simplement technique. Sous l'angle de l'investigation. J'ai fait 35 ans d'enquête, sous toutes ses formes, dans toutes les situations, enfin, dans un grand nombre de situations, dans un grand nombre de services. Et j'ai voulu expliquer les problématiques actuelles, mais d'un point de vue technique. Alors bien sûr qu'il y a des phrases où on peut bien voir que politiquement, il y a une absence justement de décision et de la part des politiques. Mais bon, j'explique en tout cas pourquoi. Je parle des étrangers. C'est évident. Il est évident, en tout cas d'un point de vue professionnel, que les règles concernant le traitement de l'immigration sont totalement absurdes. Et tout ce qui va autour. Donc il faut dépoussiérer, réglementer, simplifier. Ça, c'est vaste programme. Voilà. Donc, mais j'explique ce qui se passe, puisque j'ai eu la brigade des étrangers, d'ailleurs, sous mes ordres. Bon, donc j'explique pourquoi c'est un problème. Pourquoi on est dans une impasse, nous, professionnellement. Voilà.
Il faut lire le livre pour comprendre. Voilà. Après, je vais pas Il faut le rentrer dans- livre pour comprendre. Ce que je comprends aussi, c'est que vous avez 35 ans d'activité, vous le dites, vous avez été dans l'enquête, c'est-à-dire sur le terrain. Donc pas dans les bureaux, c'est ce qui a amené le fait que vous ayez rompu votre, cette Obligation. carrière et les souhaits qui étaient les vôtres d'être sur ce terrain. Mais vous dites, c'est dans le bouquin, il dit, faut le dire maintenant, l'État, il n'est pas capable d'assurer la sécurité des citoyens. Et à partir de ce moment-là, je me pose la question, vous avez 35 ans d'activité, d'enquête sur le terrain, est-ce que vous pensez que si l'État n'est pas capable d'assurer la sécurité des citoyens, c'est au citoyen que le citoyen doit apprendre à compter que sur lui-même. Alors, je ne sais pas, il y a des gens qui disent qu'il faut qu'il s'arme physiquement, moralement, intellectuellement, bien sûr, mais physiquement, qu'il y a, par exemple, des groupes de surveillance avec des référents police dans un pâté de maison, dans un quartier. Est-ce que tout ça, ça fonctionne ou tout ça, ce n'est pas valable, c'est percevable pour vous? Viable, non. Non. Vous mettez demain matin ça existe, comme vous l'avez dit, des groupes de surveillance. Bon, très bien. Pour une forme de tranquillité, enfin c'est psychologique, voilà. Non mais je veux dire, les problèmes sont les mêmes. Qui arrête les voleurs, les cambrioleurs? Que fait la justice? Comment on monte un dossier? Comment on monte un beau dossier, propre, bien solide? Comment la justice le traite? Comment ils sont incarcérés ou pas? Voilà. Si vous ne refaites pas toute cette chaîne de A jusqu'à Z, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça ne change pas. Donc ça, c'est une philosophie politique incarnée par un président qui, ils sont tous au courant, ils le savent, qui dit de A jusqu'à Z, on va s'occuper de ce problème, cette grosse problématique, je m'y engage. Ce n'est pas forcément une question d'argent, pas pour tout, en tout cas. Mais vous pouvez faire interpeller Pierre La machine Poilievre. fonctionne. Quand un commerçant en légitime défense tire, la machine pénale se met en branle, l'incarcération se fait tout de suite. Je veux dire, la formule, elle existe. Oui. Ça fonctionne pour certains. Oui, bien sûr, oui. Ben oui. Oui, mais alors attention, quand vous me parlez d'un cas particulier, vous parlez de cas particuliers. La légitime défense, ça veut dire que donc il y a eu blessure ou mort d'homme à l'issue. Donc là, on passe dans une autre catégorie d'infraction. On commence à aller vers le haut du spectre des incriminations. En France, la haute délinquance, enfin la délinquance grave, est traitée. On est de plus en plus professionnels, mais elle représente quelques pourcents. Moi, je vous parle des 80% autres, ceux qui sont du milieu. C'est de ça dont je parle dans le livre. Les viols sur mineurs, les séquestrations d'enfants, je veux dire, les assassinats, le terrorisme, on va dire que globalement, on s'y est mis. Les braquages, les assassinats, tout ça, il y a une police qui fait encore le travail. Il n'y a pas de souci. Mais c'est 3-4%. Donc cette délinquance, je parle de cette délinquance moyenne. Le cambrioleur, le voleur, l'escroc, l'abus de biens sociaux, voilà, tout ce spectre, la délinquance sexuelle, diverses et variées, tout ce qui est trafic de stupes, je ne parle pas des bandes organisées, là-dessus on est assez compétent et tout ça. Tout ça est abandonné. C'est abandonné parce qu'on a compris que au niveau de la justice, ce ne serait pas traité, ou ce serait traité à la manière actuelle, c'est-à-dire on libère, on ne condamne pas, on rejette, on casse, on frappe de nullité, on ne peut pas mettre en prison. Il y a 56 000 places de prison, il y a 70 000 prisonniers. La justice, vous pouvez... pas vous en mettre 100 000, puisque demain matin, il y a des reportages dans les prisons, ils sont surpeuplés, les pauvres. Voilà. Donc, si vous ne mettez pas 150 000 places de prison, mais la justice, si vous mettez demain matin 150 000 places, elle vous mettra 150 000, 200 000 personnes en prison. Bon, voilà. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Voilà. Donc, c'est une volonté politique, il faut des budgets, voilà, c'est pas nouveau ce que je dis, c'est pas, tout le monde le dit. Bon. On veut plus. Alors on vous raconte que philosophiquement, la prison c'est pas bien, patati et patata. Tout ça c'est pour des.
C'est pour masquer le fait qu'on n'engage pas les mesures qu'il faut. Donc c'est à la population de subir les conséquences. Alors que vous mettiez, pour revenir à votre question initiale, une brigade de surveillance, bon oui, pourquoi pas. Mais il faut traiter le délinquant, faut des flics, bon j'en parle tout ça, de cette espèce de chaîne, des bons flics, des flics qui sachent écrire, qui ont de la compétence, pour monter un beau dossier. Parce que le type, quand il va être arrêté, grâce à l'appel de la brigade de surveillance civile, il faut bien rechercher s'il n'a pas commis des faits ailleurs, autrement, d'où il vient, comment il se comporte voilà, bon. Et vous montez un beau dossier. Et si le dossier est beau, vous mettez dans le fait accompli la justice, ils sont obligés de l'incarcérer. Alors ça, c'est de moins en moins bien fait. Allez, dernière question, revenons à votre situation. On pourrait rester des heures sur ce sujet qui est passionnant, bien sûr, et qui nous concerne tous. Vous avez été mis à pied, je l'ai dit, en exergue de mon propos. Mes dernières questions, et rapidement forcément, c'est est-ce que vous avez été aidé par vos collègues, par les commissaires, j'ai bien compris, mais les commissaires, ils ont leur syndicat. Vous avez vos propres syndicats. Est-ce que vous avez été aidé par vos propres syndicats? Et puis, quel est votre avenir, tout simplement? Comment vous envisagez votre avenir? Alors, je n'ai absolument pas été par les syndicats. Et, je n'ai pas été aidé parce qu'on est en province. D'abord, les syndicats mangent dans la gamelle. Bon, ça, c'est une vérité. C'est pas une nouveauté que je vous apprends. Il ne faut pas qu'ils sèment trop le désordre, parce que sinon, ils ont des retours de bâton. Deux, ça devenait particulier comme conflit, puisque je suis commandant de police. Il semblait que j'ai raison, donc il fallait vraiment se buter avec l'administration, avec la hiérarchie sur place. 2. 3, c'est le vice de l'administration. Elle m'a muté à la tête d'une unité. Donc, si vous voulez, en termes en façade, je ne perdais rien. J'étais quand même chef d'unité, comme je l'étais précédemment. Mais une unité qui ne correspondait pas du tout à mon profil. Non, bon, bref. Donc, elle est restée inattaquable sur cet aspect-là, sur cet aspect particulier. Donc, le délégué syndicaux s'est retiré à l'issue de ça. Voilà. Donc, il n'est pas rentré dans le conflit proprement dit, c'est-à-dire affectif, et toutes les conséquences. Il s'est retiré. Donc les syndicats, chez nous, sont bridés. Et j'ai reçu le soutien de mes collègues de la base, oui, sans problème. Oui. Nombreux sont ceux qui ont acheté le livre. Donc je n'ai... Après, bon, vous savez, dans la vie, on est toujours tout seul, il ne faut pas se leurrer. Est-ce que vous vous dites que votre place, elle est encore dans la police? Ben, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé au niveau d'une forme d'honneur, quoi, retrouver mes droits, sachant que bon, je m'en vais à la retraite dans pas trop longtemps quand même, donc même si j'ai demandé à repousser. Bon, on va voir comment l'administration va traiter la transgression de l'obligation de réserve. J'attends, c'est quand même extraordinaire. L'enquête est terminée puisqu'elle a été très rapide, puisque je l'ai reconnue. Elle est terminée depuis début juillet. Nous sommes bientôt en décembre et je ne suis toujours pas convoqué. Enfin, peut-être ont-ils peur que je les... Je ne sais pas. Bon, bref, donc ça va être solutionné à cette époque. Je ne sais pas, puisque je me suis mis sur le marché de l'emploi privé. Il me faut trouver un complément de revenu maintenant. Mais j'aimerais bien quand même, oui. Pour l'honneur, pour le geste, pour le... Voilà. Vous avez aimé vos 35 ans de police? Profondément. Ça transparaît dans le livre. Ça transparaît dans le livre. Je suis un amoureux de la procédure, je suis un amoureux des enquêtes, et je suis un amoureux de la police. Et je plains mes collègues, je plains toute la troupe, tous les collègues, les policiers, je les plains maintenant. Je les plains sincèrement. Allez, on va faire à l'ancienne. Monsieur l'inspecteur divisionnaire Laurent Cassio-Ory, merci pour ce témoignage. On le suivra, bien évidemment. On vous dira la suite des événements. On ne va pas vous perdre de vue, bien évidemment. La police m'a tué aux éditions Encre Rouge. Merci. Merci à vous.